Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Nouveau règlement de compte hier soir à Marseille. Un jeune homme de 26 ans a été abattu d'une balle en pleine tête dans la cité phocéenne. Une femme de 39 ans, victime collatérale, est également décédée ce matin des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte. Le local où s'est passé le drame est situé sur une petite placette au cœur même de la cité Herbel. Hier soir, vers 22h30, un ou plusieurs individus ont pénétré subitement dans la pièce. Ils ont alors tiré à la Kalachnikov, tuant un homme de 26 ans et blessant grièvement une femme de 39 ans. Cette dernière, gravement touchée au thorax, est décédée ce matin. Il s'agit du deuxième règlement de compte sur Marseille depuis le début de l'année. Il est prévisible qu'un jour ou l'autre, il allait se passer un règlement de compte dans une des cités de Marseille, étant donné que depuis le début de l'année, on enregistre seulement, j'allais dire, 2 règlements de compte sur Marseille, alors qu'en parallèle par rapport à 2011, le rythme était beaucoup plus effréné que ça. Le jeune homme décédé était connu des services de police, mais n'avait pas le profil d'un gros délinquant. La femme, quant à elle, semble être une victime collatérale du règlement de compte. L'enquête, ouverte, a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Et les gendarmes de Brignoles ont mis la main sur ce qui ressemble à un trafic de drogue. Dans une maison abandonnée, ils ont retrouvé des armes de guerre et de la poudre blanche en quantité, sans doute de la cocaïne. 3 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue. Des gendarmes ont perquisitionné cette maison en construction en plein centre de Cabasse. Ils y auraient trouvé des armes de guerre, kalachnikov, fusils d'assaut, gilets pare-balles et aussi de la drogue, sûrement de la cocaïne. Il y avait un tas de gendarmes, les fusils à pompe et compagnie, là, oh, qu'est-ce que c'est la guerre. Ce bâtiment, un ancien garage, était en travaux pour être transformé en habitation. Il n'y avait ni eau ni électricité. Et pourtant, il aurait servi de laboratoire de drogue. À l'intérieur, les gendarmes auraient saisi une presse de conditionnement, des produits de coupage, de l'acétone et plusieurs kilos de poudre blanche. Dans le village, c'est la stupéfaction. Personne ne se doutait d'un tel trafic et depuis 6 mois, cette maison semblait vide. Il y a quelques mois que je ne vois plus venir, je ne vois plus travailler. Et comment il est cet homme? Mais il est un peu normal, hein, moi apparemment c'est un... Enfin bon, il n'a rien de particulier quoi. Voilà. Apparemment c'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, voilà. Hein. Moi j'ai avec des outils. Le propriétaire a été arrêté ainsi que 2 autres personnes à Flassan-sur-Issol et Taverne. Parmi elles figurerait un sportif de haut niveau. Le corps de Marion Bouchard a été retrouvé hier en morceaux à Dijon. La jeune fille de 21 ans, portée disparue en février, a été assassinée par son compagnon. Retrouvé lors d'un contrôle judiciaire, le jeune homme a avoué l'avoir étranglée au cours d'une dispute. C'est ici, dans les broussailles, tout près des voies ferrées dans le quartier de Stalingrad, que le corps sans vie de Marion a été retrouvé. Son compagnon, interpellé hier par la police judiciaire, a conduit les enquêteurs sur ces lieux. Marion était portée disparue depuis le 8 février. 2 jours plus tard, son ami, qui vivait avec elle depuis quelques mois, avait lui aussi disparu. Et c'est vers lui que s'étaient alors orientées les recherches. Retrouvé lors d'un contrôle judiciaire à Gennevilliers dans la région parisienne, le suspect est en garde à vue depuis hier 15h à l'hôtel de police de Dijon. Il a tout de suite avoué le meurtre et donné sa version des faits. Il s'avère que Fabien Souvigné nous indique avoir eu une querelle avec Marion Bouchard dans l'appartement qu'ils occupaient tous les deux et qu'au cours de cette querelle, il aurait provoqué donc la strangulation de Marion Bouchard. Au bout de plusieurs jours, le jeune homme décide de déplacer le corps à l'aide d'un caddie. Peu de temps après, il s'enfuit à Paris où il sera retrouvé grâce aux investigations de la police judiciaire de Dijon qui a tout de suite pris au sérieux cette disparition inquiétante et enquêté dans le cadre d'une commission rogatoire nationale. Le départ précipité de Fabien Souvigne a fait en sorte que nous, on n'a pas pu en rester là. Et effectivement, par rapport aux conditions de disparition, on a mis un ensemble de moyens pour arriver à remonter le temps, à essayer de déterminer ce qui s'était réellement passé. Le suspect devrait être déféré demain devant le juge. L'autopsie et l'enquête devront déterminer les circonstances exactes du drame.
Découverte macabre dans l'Aube, un corps a été retrouvé démembré et calciné à une vingtaine de kilomètres de Troyes. Il pourrait s'agir de celui de Paulette Vadreau. Cette sexagénaire est portée disparue depuis près d'une semaine. Une enquête et une autopsie sont en cours. Ils sont à l'œuvre dans un petit bois de Dieray-Saint-Pierre, régulièrement utilisé comme décharge sauvage. 2 officiers du SRPJ de Reims et 4 agents de la police technique et scientifique. Une battue a également été assurée par une trentaine d'élèves officiers de police dans l'espoir de retrouver des indices. C'est une promeneuse et son chien qui ont découvert mercredi soir un corps calciné et démembré. Ce corps est en cours d'autopsie pour déterminer s'il s'agit bien de Paulette Vadreau. Allée des Peupliers à Sainte-Savine, sa voisine de palier et confidente évoque la dernière fois qu'elle l'a vue dimanche, le jour de sa disparition. À la boulangerie, dimanche matin, il était 10 h. Elle m'a dit, je viens te voir chez toi pour te raconter ce qui s'est passé hier soir. Moi, j'ai entendu des cris, des hurlements, des insultes. Hein? Et après, je l'ai vu sur le palier avec ses clés dans la main. Et lui, il l'attendait en bas des escaliers. Voilà ce que je vais vous dire. Et après, je ne l'ai pas revu. Des scellés ont été apposés au domicile et sur le garage des époux Vadreau. Le mari de Paulette, Patrick Vadreau, a été placé en garde à vue à 22 h. Il était en instance de divorce de cette Savinienne de 68 ans et faisait preuve, dit-on ces derniers temps, d'une certaine agressivité. Drame à Béziers dans l'Hérault, un cadre de la CPAM s'est donné la mort. Avant de se suicider, il a expliqué son geste en accusant sa direction dans un mail. Et l'émotion était très vive parmi ses collègues. Toutes les agences du département sont restées fermées. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur les 300 employés de la CPAM de Béziers. Tous ont reçu un courrier électronique posté hier soir du bureau à 20h15. Avant de se suicider, Thierry Hainaut, chargé de mission auprès du directeur adjoint de la caisse, explique son geste par sa souffrance au travail. Non, jamais j'aurais pensé ça. Mais bon, comme quoi, on ne s'aperçoit pas de tout. Voilà. Et vous pensez que son état n'est pas un cas unique ? Ah non, certainement pas. Puis de toute façon, si on prend les arrêts maladie qu'il y a depuis la fusion, ça reflète bien qu'il y a un souci de toute façon. La fusion des caisses de Béziers et de Montpellier en 2010 a entraîné pour certains des changements d'activité, voire de métier. Depuis 2 ans, explique le cadre dans son courrier, je me traîne misérablement dans ce qu'on appelle communément un placard. Je ne peux plus supporter qu'on me laisse crever lentement sans écouter mes appels au secours. Il met directement en cause sa hiérarchie. Je peux vous confirmer qu'il n'était pas dans un placard. Il avait des missions stratégiques pour la caisse, développement de certains produits nationaux, des choses comme ça. Voilà. C'est vrai que dans le cadre de la fusion, comme tout un chacun, il y a des bouleversements qui se sont produits. Et bien évidemment, il n'a peut-être pas retrouvé son compte dans les nouvelles activités qui étaient proposées. Ce cadre ne serait pas un cas isolé selon ses collègues. Le malaise semble bien réel. On a des tâches bien particulières et on ne doit pas aller au-delà. Donc effectivement, on a l'impression d'être infantilisé. La direction promet la mise en place d'une aide psychologique pour le personnel. Les agences de tout le département ont baissé leur rideau jusqu'à lundi. Michelin est dans le collimateur de la justice pour une présumée fraude à la sécurité sociale. Le géant du pneu inciterait ses salariés à ne pas déclarer leur accident de travail, ce que confirment les syndicats des sites de Cholet et de La Roche-sur-Yon. Dans cette usine Michelin située à Cholet, aucun accident du travail n'aurait donné lieu à des arrêts maladie en 2010, du moins selon la direction. Ce que conteste la CGT, pour ce syndicat, l'entreprise aurait mis en place un système de fraude à la sécurité sociale. Michelin fait pression pour que les salariés ne prennent pas leur arrêt. Donc quand on prescrit 15 jours, 3 semaines, un mois aux salariés, Michelin lui il fait pression pour que le salarié soit il vienne à l'usine sur un autre poste, faire de la paperasse ou quoi que ce soit, ce qui lui permet de ne pas payer de pénalité à la sécurité sociale. Toujours selon la CGT, il y aurait une caisse noire qui permettrait d'indemniser les victimes. La firme de pneumatiques économiserait ainsi des millions d'euros en minimisant le taux de cotisation fixé par la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Ce taux de cotisation, il est calculé comment? On regarde pour une entreprise donnée l'ensemble des coûts sur une année et l'on divise ces coûts par la masse salariale de l'entreprise. Donc plus l'entreprise a des coûts élevés, plus elle paye une cotisation importante. Une telle fraude est impossible à déceler par la caisse primaire d'assurance maladie. Seule l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Clermont-Ferrand pourra établir la véracité des faits. De son côté, la direction du groupe dément fermement ces allégations. Chez Michelin, adossé à nos valeurs humaines profondes, de manière constante, nous nous efforçons de maintenir dans l'emploi les personnes qui vivent un accident de la vie, qu'il soit un accident interne ou externe.
Si la fraude était avérée, les victimes d'accidents de travail seraient doublement pénalisées. Elles perdraient une éventuelle rente d'invalidité et des indemnités journalières prises à 100%. C'est l'alliance entre deux grands constructeurs de l'automobile, PSA Peugeot Citroën et General Motors, mutualisent leurs moyens pour réaliser des économies. L'union est plutôt bien perçue par les salariés de PSA Charleville-Mézières. On est un peu rassuré du fait de l'information qu'on vient d'avoir par notre directeur. Donc qui est à mon avis plus une alliance financière pour des achats de matières premières que d'autres choses de production qui vont changer d'usine ou choses comme ça, quoi. En perte de vitesse, le constructeur automobile français espère ainsi augmenter sa part de marché en s'alliant avec le géant américain. Alors qu'en est-il? Enquête en Franche-Comté. D'un côté, il y a Peugeot, une véritable institution en Franche-Comté. De l'autre, Opel, la filiale européenne de General Motors. Alors qui va se tailler la part du lion? Les deux marques commercialisent des gammes identiques. Si PSA continue de faire des bénéfices, Opel affiche des pertes. Sur le marché de l'aire urbaine, Belfort-Montbéliard, PSA représente 75% des immatriculations. Donc nous, on est tout petit à notre niveau, mais on espère qu'avec cette alliance, on pourra un peu augmenter notre part de marché. En vendant 7% de son capital à General Motors, PSA s'apprête donc à écrire une nouvelle page de son histoire. Jusque-là, la famille Peugeot était le seul actionnaire de référence. La famille Peugeot reste toujours, possède toujours 25% grosso modo du capital. Donc ils ont déjà été à cette hauteur-là. Donc ce n'est pas une véritable rupture. Là où il y a peut-être, on va dire, plutôt inflexion, c'est dans la mesure où quid du poids de PSA dans certains choix. Pour leur production, les deux constructeurs négocieront ensemble face à leurs sous-traitants pour faire baisser les prix. Mais l'alliance a des limites. Il a fallu plus de 20 ans pour que le site de Sochaux fabrique des Citroën. Ce n'est donc pas demain que l'on verra des Opel à la sortie des chaînes franc-comtoises. Ils nous proposent une alliance pour faire ensemble ce qu'on fait déjà séparément. Donc par définition, si on fait ensemble ce qu'on faisait déjà et ce qu'on fait déjà séparément, ça risque de se faire avec une casse importante au niveau de l'emploi. Les syndicats craignent surtout des suppressions de postes dans le domaine de la recherche et du développement. Donc on est en plein dedans. Même si sur le papier nous sommes toujours en hiver, dans la réalité le mercure n'affiche pas vraiment des températures saisonnières. Après un froid sibérien, c'est au tour du soleil de faire des caprices. Ambiance autour du lac d'Annecy. Un ciel aussi bleu que l'eau du lac, un soleil qui brille et des températures qui tutoient les 18 degrés. À Annecy, cela faisait bien longtemps que les promeneurs n'avaient pas quitté leur panoplie anti-froid. Mais aujourd'hui, manteaux et bonnets sont restés au placard. C'est la première fois de l'année que je suis en t-shirt et j'en profite. Même s'il fait un peu froid parfois au bord du lac avec le vent, ça fait du bien. Sur les pontons, les promeneurs se rapprochent de l'eau. Certains enlèvent même leurs chaussettes, mais personne n'ose encore se mouiller les pieds. Après le froid sibérien des derniers jours, les Annéciens ont gagné plus de 30 degrés en seulement 2 semaines et les pelouses sont loin d'être désertes. Je promène mon fils un petit peu et je lui fais profiter de ce beau soleil. Voilà. Parce qu'après les moins 25 qu'on a eu à Megève, ça fait du bien de descendre un petit peu au soleil, voir de la verdure, profiter du lac, c'est génial. À quelques mètres du lac, les cafetiers installés en plein cœur de la ville ont le sourire. Depuis l'arrivée du soleil, ils voient leurs terrasses se remplir. Grâce à ce beau temps, à la neige aussi, et aux vacances. En terrasse, la gourmandise est loin d'être un vilain défaut. À 3 semaines du printemps, un café sous le soleil est synonyme de douceur pour les papilles. C'est le goût d'une crêpe au chocolat et aux amandes. Voilà, avec un cousin très sympathique. Et c'est ensoleillé, et c'est bon, et voilà, c'est très agréable. D'après Météo France, le beau temps ne devrait pas durer. Dès dimanche, quelques averses sont attendues dans l'après-midi. Terminons cette édition par ce magnifique spectacle sur fond bleu, le ballet des grues. En provenance d'Espagne, elles sont 250 000 à traverser Lyon pour remonter vers le nord. Ça annonce le retour du printemps. Bon, il y a un autre oiseau quand même emblématique, c'est l'hirondelle qui revient un peu plus tard. Mais quand l'hirondelle va revenir, pour tout le monde, c'est le printemps qui arrive. Et les grues, peut-être parce qu'elles passent aussi en grand nombre. Hein, c'est un oiseau grégaire qui va passer par milliers parfois. Et sur une période très rapprochée. Et bon, en plus, ce vol en V, assez caractéristique. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on retient le retour des grues ou l'aller et le retour des grues. La grue est l'un des plus grands oiseaux d'Europe, avec une envergure atteignant les 2 mètres. Tout de suite, votre édition des initiatives.